Bonjour à tous. Je vais très rapidement cadrer mon intervention. Donc, j'appartiens à l'Agence Qualité Construction, qui est une association loi 1901 qui regroupe les principales organisations professionnelles de la construction et dont la mission est la prévention de la sinistralité dans le bâtiment et l'amélioration de sa qualité. Donc, depuis 2010, l'Agence Qualité Construction a mis en place un dispositif qui s'appelle Retour d'expérience dans les bâtiments performants, et grâce auquel on a visité plus de 700 bâtiments, ce sera 750 à la fin de cette année, et qui nous ont permis, d'une part, d'anticiper une nouvelle génération de désordres liés donc à la RT 2012 et à la performance énergétique, et dans un deuxième temps, d'accompagner les différentes filières et les différents acteurs, notamment par la création d'un référentiel technique, donc suite au constat que nous on faisait remonter du terrain et que je vais vous présenter aujourd'hui avec un focus sur la qualité de l'air. Ce retour d'expérience, il est bien évidemment pas très exhaustif, on a beaucoup d'autres constats, mais je vais vous présenter les principaux par rapport à donc, la mise en œuvre des différents aspects, différents composants du bâtiment. La première chose, c'est décadrer aussi quelles sont les interactions entre la qualité de l'air et le bâtiment qu'on a très largement vu aujourd'hui, mais que je vais concentrer en quelques points. Le premier, ça va être les matériaux de construction eux-mêmes. Le deuxième, ça va être la performance propre de l'enveloppe, aussi bien en termes de performance thermique que de performance d'étanchéité à l'air ou à l'eau. Et ensuite, on abordera l'interaction entre les équipements techniques et aussi des aspects organisationnels de chantier. Donc, par rapport aux matériaux de construction, on voit apparaître aujourd'hui des problématiques qui peuvent être liées, par exemple, à l'adaptation des pièces bois préfabriquées sur le chantier, qu'on va adapter, qui sont traitées, qui viennent traiter d'usine, et qui, si exposées en fait aux intempéries, peuvent faire l'objet des développements de moisissures ou pire, d'exposition en fait aux termites. Donc, il convient de traiter ces pièces en chantier si elles doivent être adaptées. Et la deuxième problématique qu'on voit apparaître, c'est aussi l'importation des bois de construction qui arrivent d'Autriche, d'Allemagne ou de Suisse et qui ne sont pas traités parce qu'il y a des réglementations différentes qui empêchent justement ce traitement. Donc, il y a aussi bien une problématique des qualités de l'air potentielles qu'une problématique des durabilité de l'ouvrage. Le deuxième point qui touche aux matériaux de construction, ça va être le stockage en phase chantier. Tel que vous pouvez voir sur les images, on voit des matériaux en fait qui sont exposés aussi bien à la pluie qu'à l'humidité et qui vont venir se déliter. Il y a encore une problématique de qualité de l'air parce qu'effectivement, ces supports humides peuvent faire l'objet, et même salis par des poussières ou autres souillés, peuvent faire l'objet des développements des moisissures. Et tout à l'heure, on a bien exprimé quels étaient les effets de cette présence des moisissures. Mais il y a aussi une perte de la performance thermique et de la performance, de la résistance mécanique du matériau. Donc, encore une fois, un problème pour la durabilité. Ce qui se passe aussi, c'est que ces matériaux, ils ne sont souvent pas le temps de sécher, ils vont être mis en œuvre humides, et dans une paroi qui peut être confinée, en fait, ils ne pourront jamais sécher, et donc on va rencontrer les problématiques précédemment évoquées. Ici, en revanche, on retrouve de bonnes pratiques, c'est-à-dire, et ce sont des bonnes pratiques qui sont relativement facile à mettre en place, qui peut être le bâchage des matériaux, où sur ces images, on voit en fait que la structure a été montée très rapidement. On est venu ensuite poser la toiture, ce qui permet d'abriter les matériaux du moins de la pluie. Il n'y en a pas un hors d'eau qui est total, qui est partiel, mais permet déjà d'abriter du moins des pluies battantes, par exemple. On va passer à la performance de l'enveloppe. La performance de l'enveloppe, elle va être concernée notamment par les ponts thermiques, mais aussi par les problèmes des défauts d'étanchéité à l'air, puisqu'ils vont devenir des points sensibles dans lesquels il peut y avoir condensation en fait, d'eau et qui vont, encore une fois, être potentiellement
faire l'objet de développement de moisissures. Aussi des décollements des revêtements tels qu'on peut voir sur ces images. Et en fait, sur l'image de gauche, effectivement, on voit une pose d'isolant qui est non jointive ou des isolants non jointifs qui ont été rebouchés avec du silicone, mais qui n'empêchent pas le pont thermique pour autant. Concernant la performance de l'enveloppe, on va voir aussi des problématiques qui sont liées à la capillarité des matériaux, c'est-à-dire à la remontée par capillarité, notamment des murs anciens, mais aussi donc à cette diffusion ou à cette migration de la vapeur d'eau au sein de la paroi. Dans les trois images, il s'agit des murs anciens qui ont été isolés dans le cadre d'une rénovation thermique et dans lequel il n'y a pas eu un choix d'isolant adapté, en fait, qui permettent de faire migrer l'eau ou l'humidité vers l'extérieur. Et donc, on a vu un développement fongique qui a été très, très rapide et qui est difficile à traiter puisque la cause, elle est toujours à l'intérieur de la paroi. Encore une fois, tous ces problèmes de moisissures sont aussi un signe de problème de durabilité de l'ouvrage. Tout ce qui va être un signe de condensation, un excès d'humidité, va nuire à la durabilité. Dans ce cas-là, il s'agit d'un changement d'affectation d'une cave dans laquelle il y avait un soupirail qui faisait l'objet, en fait, qui permettait de ventiler naturellement la cave. Et donc, dans le cadre de l'affectation, ce soupirail a été remplacé par une fenêtre, mais il n'y a pas eu une prévision de ventilation qui a été faite. Et donc, on voit apparaître des moisissures qui se sont développées très, très rapidement et qui vont rendre impropre, en fait, à destination, en tant que pièce de vie, cette cave. Il y a une autre problématique aussi, que je n'ai pas exprimée dans le diaporama, mais qu'il faut garder à l'esprit, notamment ici en Bretagne, et ça va être l'étanchéité aussi au radon, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'interface sol-bâtiment, de manière à éviter tous les problèmes d'inétanchéité qui pourraient être source de radon à l'intérieur du bâtiment. J'aborde les équipements maintenant. Donc, la ventilation, j'en parlerai pas puisqu'elle a été très largement abordée aujourd'hui. Je vais parler de l'interaction entre cette ventilation et les appareils à combustion qui ne sont pas étanches. Donc, notamment, encore une fois, dans les cadres de rénovation énergétique, on conserve souvent de foyers, de poêles qui peuvent être en fait non étanches à l'air et que ne disposent pas d'une entrée spécifique, ce qui fait que quand on rend étanches les parois, il y a un déficit d'apport de carburant. La combustion va se faire d'une manière partielle et dans le cas d'une double flux, on a vu aussi paraître des problèmes de refoulement des fumées des combustions et donc refoulement de monoxyde de carbone et aussi des particules à l'intérieur du logement qui polluent d'une manière très importante cet environnement intérieur. Donc, dans le cadre d'une rénovation thermique ou d'une construction neuve avec un appareil à combustion, il faut d'une part que cet appareil soit bien étanche et d'autre part qu'il ait une entrée d'air qui soit bien spécifique. Et aujourd'hui, on trouve sur les marchés aussi des conduits qui peuvent faire l'objet en fait, d'entrée et d'extraction d'air dans un seul conduit qui s'adapte bien à la rénovation. On aborde les aspects organisationnels maintenant et notamment les difficultés de séchage des différents supports de construction du fait du renforcement de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, de l'absence de ventilation provisoire en phase chantier. Du coup, l'eau, l'humidité reste à l'intérieur, condense, et encore une fois, elle fait l'objet de développement des moisissures sur les différents supports. C'est également le cas dans certaines rénovations dans lesquelles il y a eu un retard ou une planification différente entre le moment où la rénovation thermique a été faite et le système de ventilation a été posé ou a été même mis en route. Ce qui est le cas de la photo de gauche, dans lequel les moisissures se sont développées en moins de 2 semaines. Ça a été un développement extrêmement rapide. Et le problème aussi, c'est que dans d'autres cas, en fait, ces moisissures se développent
mais dans les interfaces, en fait, des revêtements, elles ne restent pas visibles, et pour autant, la contamination, elle est là. Donc, pour conclure, seule une réflexion systémique du bâtiment va permettre d'atteindre toutes les performances du bâtiment performant, c'est-à-dire aussi bien la performance énergétique, la performance environnementale et la performance sanitaire, mais seulement cette réflexion permettra aussi de maîtriser leurs interactions telles que vous avez pu le voir aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sanchez. Nous voyons qu'en fait, la qualité de l'air intérieur dépend de tous les métiers du bâtiment. Le matériau est aussi important que sa mise en œuvre, mais aussi le traitement qui lui est réservé entre sa fabrication et sa pose. Et docteur, on voit aussi le risque d'interférence entre les métiers. Un corps d'État peut nuire à l'efficacité du travail d'un autre. Un poêle à bois non étanche peut, par exemple, neutraliser l'effet de la VMC du logement ou devenir carrément dangereux pour ses occupants. Vous pouvez nous en parler, vous avez une anecdote à ce sujet. Oui, en fait, c'est la maison d'un confrère médecin, qui était inclus dans une campagne de mesures de... on a un projet avec donc l'ADEME, le ministère, qui s'appelle Via Qualité, c'est-à-dire des démarches qualité pour la ventilation, donc on est tout à fait dans le sujet, pour la ventilation et la qualité de l'air intérieur. Donc pour ce projet-là, on a fait des mesures ventilation dans 21 maisons et qualité d'air dans 10, les 5 plus mauvaises en ventilation et les 5 meilleures en ventilation. Il fallait savoir que, par exemple, nous, pour la qualité de l'air, on en avait simplement 2. Alors, cette étude, justement, puisqu'on parle du double flux et qu'on n'a pas trop de recul, c'était une étude qui était surtout où les doubles flux étaient surreprésentés, c'est-à-dire ça ne correspond pas au marché, parce que les maisons individuelles, elles n'ont pas beaucoup de double flux, mais là, on en avait la majorité. Et donc, nous, sur les 10 maisons en mesure de qualité d'air, on avait 8 doubles flux, 2 simples flux, hydro-réglables. On en avait sur les 10, 2 qui étaient conformes, mais pas qu'au débit, aussi avec la mesure d'étanchéité à l'air des réseaux, le détalonnage des portes dont on n'a pas encore parlé. Bon, on en avait 2. On en avait 5 qui étaient non conformes, dont une dont je vais parler, et on en avait 3 surventilés. C'est vrai que les surventilés, peut-être qu'au niveau consommation d'énergie, c'était peut-être pas très bon, mais au niveau qualité de l'air, c'était pas si mal que ça. Sauf une qui était surventilée, mais qui justement aspirait le radon du sol. Donc elle avait que le problème radon. Par contre, on en avait une, alors là, le pompon. C'était une maison BBC, alors super étanche, avec une double flux, un poêle à bois comme seul moyen de chauffage, un poêle à bois qui était quand même étanche à l'air, qui était connecté, qui avait une prise spécifique d'air extérieur, mais dont l'étanchéité n'est pas durable éternellement. C'est-à-dire qu'on vous le vend étanche à l'air, mais il faut changer les joints. Et il faut le dire aux clients. Et il faut changer les joints. Là, il n'avait pas été changé depuis 3 ans. C'est le seul mode de chauffage. Donc, il veut dire qu'il chauffait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est trouvé intrigués parce qu'on avait 22 microgrammes de benzène. Il faudrait être en dessous de 2. On avait du monoxyde de carbone à 30 ppm, et comme on l'avait mesuré en continu, on voyait très bien comment l'occupant faisait fonctionner son poêle. Il bourrait son poêle à 7h30 du matin, maxi, et il mettait au ralenti. Ça aussi, il faut quand même le dire, le fonctionnement au ralenti va donner une combustion incomplète. Et comme il n'avait pas changé son joint, et qu'il avait une VMC double flux, tu viens d'en parler, il y avait bien sûr un transfert de tous les polluants de la combustion. Il utilisait ce poêle tous les jours et on a mesuré dans le salon et à la chambre à l'étage, on avait les mêmes concentrations. Alors, monoxyde de carbone,
benzène, on était à 10 fois la concentration normale. Particules, je vous dis pas particules fines. Hydrocarbures aromatiques tous azimuts. Et j'étais obligée de téléphoner, parce que c'était un confrère médecin, et j'ai reçu le résultat le vendredi. Moi, j'ai le temps que je les regarde. Le dimanche soir, quand j'ai vu ça, j'ai téléphoné, parce que 30 ppm de monoxyde de carbone, il y a risque sanitaire important. Bon, donc, ce confrère a fait changer le joint d'étanchéité de la porte, a fait revoir le fonctionnement pour la double flux, et s'est équipé d'un petit détecteur de CO. Donc, c'est pour dire que le chauffage bois, bien sûr qu'il faut qu'il soit flamme verte 7 étoiles, qu'il faut qu'il soit étanche à l'air, qu'il faut qu'il ait une entrée d'air spécifique, et ça c'est hyper important, mais en plus, il faut maintenir cette étanchéité, et en plus, il ne faut pas faire du fonctionnement au ralenti, en bourrant complètement de bois, surtout au démarrage. C'est surtout quand on allume le feu, c'est pas là qu'il faut le mettre au ralenti, c'est après si on veut. Voilà. Donc c'est très important et c'est grave au niveau sanitaire. Oui, effectivement, c'est des points sur lesquels il faut être vigilant.